Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence virtuelle des clionautes autour du dernier ouvrage de Laurent Joly ici présent. Cette conférence est enregistrée et vous pourrez accéder au replay une fois le montage fait sur notre chaîne YouTube des clionautes en accès totalement gratuit. J'ai un grand plaisir à recevoir. Ah, attends, j'ai une petite demande. Ok, Oui, je vous voilà. montrerai des images si vous voulez. Oui, avec Voilà. plaisir. J'ai grand plaisir à recevoir Laurent Joly parce que à chaque fois que nous avons reçu Laurent Joly au Clionaute, à chaque fois que je l'ai lu ou à chaque fois que je l'ai entendu en conférence, j'ai été amenée à changer quelque chose dans mon cours, à préciser quelque chose, à rajouter un point, à donner un exemple percutant. Et si on est tous ici ce soir, c'est parce qu'on est des enseignants et que nous avons à cœur sur ce chapitre difficile qui est la Shoah et aussi la mémoire de la Shoah, eh bien d'être précis, exact et efficace avec nos élèves. Alors, Laurent Joly, il n'y a pas besoin de beaucoup vous présenter parce que je pense que tout le monde vous connaît, hein. Vous êtes directeur au CNRS et la liste de vos ouvrages est longue comme le bras. Je vous avoue en faisant une recherche sur votre bibliographie, voilà, je suis tombée sur une dizaine d'ouvrages. Le dernier pour lequel vous avez été très cité et remarqué, c'était la rafle du Veldiv. Mais c'est un parmi énormément d'autres ouvrages. Je pense que celui-ci va beaucoup être utile pour les enseignants, parce que j'ai eu l'impression que beaucoup de choses dans la démarche étaient pour les enseignants. Donc, je vous en suis très reconnaissante en tant qu'enseignante et en tant que représentante d'une association de professeurs d'histoire-géographie. Voilà, donc d'abord, bienvenue, mon joli. Merci de m'accueillir. Et alors, comment voulez-vous qu'on procède? Je parle pendant à peu près combien de temps et pour les échanges? Enfin, dites-moi quel est votre timing. Alors, On l'avait pas. Euh, on a bloqué, comme toujours pour nos conférences virtuelles, on bloque 1h30, mais ça peut être moins. Plus, je pense que on sera tous très fatigués, mais ça peut être ça. Moi, j'ai prévu un certain nombre de questions. Voilà, je peux guider, mais je peux aussi vous laisser la parole totalement libre, hein. On essaiera de trouver sans doute l'équilibre au fur et à mesure. Et j'ai envie, pour commencer, est-ce que c'est pour les enseignants que vous avez écrit cet ouvrage? Parce que vraiment, moi, je le sens comme ça. Oui, c'est vrai. C'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça. Il y a plusieurs années, on m'a demandé, vous savez, quand il y a eu histoire, mémoire, justice au programme, Ça y est toujours, hein. j'ai Ça y est toujours, hein. voilà, ça l'est Mhm. toujours. Donc c'est juste pas, ça remonte à quelques années. Parce on m'a demandé de ce qu'on ne me faisait pas avant. On m'a demandé de venir dans des classes de terminale, des collègues du secondaire, pour parler de Vichy, la mémoire, l'histoire, la justice. Donc, je parlais à la fois d'historiographie, je préparais comme on prépare un cours, quoi. Mhm. Je faisais de l'historiographie, je parlais des procès, Papon, Touvier, etc. Et je parlais de la mémoire, évidemment, puisque tout ça est entremêlé. Et donc, en préparant ces petites interventions, d'une part, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de livre et qui faisait le point sur l'historiographie de Vichy et de la Shoah, parce que on se rend compte, pour aller un peu rapidement, que l'historiographie sur Vichy, elle a trois mouvements. Le premier, c'est celui d'une tentative de neutralisation. Donc, c'est les travaux d'André Siegfried, c'est les travaux de Robert Aron, qui, au milieu des années 50, visent à donner au grand public cultivé une vision de Vichy acceptable. Alors, Vichy, il y a un mauvais Vichy, c'est Laval, mais il y en a un moins mauvais, c'est Pétain. Il y a le bouclier, enfin, vous voyez, des arguments comme ça qui visent à donner une vision un peu pacifiante de Vichy. C'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est l'approche scientifique qui va mettre en avant
la responsabilité, enfin pas la responsabilité, mais la volonté de Vichy de collaborer. Donc c'est cette lecture de Vichy, chez Henri Michel notamment, également dès le milieu des années 50, mais qui est vraiment purement académique, et qui en gros donne les bases hein, de la connaissance sur Vichy. Vichy, c'est le produit de la défaite, c'est la volonté de la Révolution nationale, et c'est la collaboration. Et la collaboration détermine la politique de Vichy et s'entremêle avec la Révolution nationale. C'est ça Vichy. Et non pas le double jeu, on est entre les Allemands et les Anglais. Non, c'est pas ça Vichy. Vichy, c'est on prend acte de la victoire de l'Allemagne et on veut s'inscrire dans l'Europe nazie. Paxton est le sommet, si vous voulez, de ce mouvement-là et en même temps la transition vers le troisième mouvement dans lequel on est encore, qui va progressivement focaliser la connaissance sur Vichy, sur les Juifs, sur la Shoah. C'est-à-dire que le crime ultime, c'est plus l'armistice, c'est plus la trahison de l'Angleterre, c'est plus la collaboration, c'est plus la livraison de minerais précieux de zone sud, c'est la complicité dans la déportation de familles séparées, démantelées, des dizaines de milliers de victimes. C'est la livraison des enfants, etc. Voilà. Et on est encore dans ce régime mémoriel. Voilà. Là, je viens de vous résumer l'introduction d'un livre que je suis en train d'écrire sur Vichy. Voilà, un gros collectif. Mais oui, c'est pas dans mon livre, ça, mais en gros, c'est dans mon livre déjà. Enfin, vous comprenez, mais c'est pas aussi peut-être aussi clair que ce que je viens de vous dire. Voilà ça. Et donc, en fait, on n'avait pas d'histoire qui nous raconte ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est aussi étonnant que cela soit. Vous avez des livres sur l'historiographie de la Résistance, enfin le livre, le grand livre de Laurent Douzou, vous connaissez peut-être. Sur la guerre d'Algérie, on a un livre formidable de Raphaël Branche. Sur plein de sujets, on a des livres sur le nazisme, on a plein de livres d'historiographie formidables sur comment on a écrit l'histoire du Troisième Reich. Mais sur Vichy et la Shoah et le génocide des Juifs, il n'y avait pas de livre. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ce livre. Et l'idée, c'est vraiment cristalliser au moment où je vous disais, c'était au programme, voilà, et je commençais à voir que s'il n'y avait pas, et je commençais à travailler un peu là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment cristalliser, de faire un livre là-dessus au moment des Zemmourinades, au moment où, fin des années 2010, Zemmour, etc., voilà, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, où, voyant ce que Zemmour disait et me disant, mais tiens, mais c'est quand même incroyable, il remet au goût du jour une lecture qui date des années 40 et 50. Donc, un axe précieux pour répondre à Zemmour, c'est de faire l'histoire de l'histoire. Voilà, donc oui, tout ça s'est entremêlé. Et en fait, ce livre, il a cheminé longtemps. Ça fait 5 6 ans que je l'avais en tête. Entre-temps, j'ai écrit le livre sur la rafle du Veldiv. J'avais déjà commencé à écrire Le savoir des victimes avant. J'avais fait l'introduction qui part du procès Pétain, parce que le procès Pétain, c'est le point de départ. J'avais écrit une partie du premier chapitre sur le centre de documentation juive contemporaine. Puis j'ai laissé tomber ça parce que je voyais que un livre d'historiographie, je vais peut-être ennuyer les gens. Donc je me rendais compte qu'en fait, sur Vichy, on ne peut pas faire comme Laurent Douzou sur la résistance ou Raphaël Branche sur la guerre d'Algérie, même si ils ont vraiment, c'est aussi des sujets totalement en lien avec des enjeux mémoriels. Mais je voyais bien qu'il y avait voilà, que cet entremêlement permanent entre justice, mémoire et historiographie nécessitait une autre approche. Et l'approche que j'ai fini par mettre en œuvre, c'est de consulter, ça a été vraiment l'année 2023, de manière frénétique, consulter des fonds d'archives. Consulter des fonds d'archives parce que au-delà de ce qu'on a écrit, il y a des coulisses, il y a des polémiques, il y a des controverses. Et je voulais accéder aussi à tout ça. Voilà. Donc, j'ai vu un grand nombre d'archives privées, d'historiens, de journalistes, de militants de la mémoire, d'acteurs politiques, de conseillers ministériels autour de Mitterrand, de Chirac. Voilà comment j'ai procédé. Voilà, j'ai été un peu désordonné dans ma première réponse et je m'en excuse. Non, 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 on vous suit très bien. Alors, c'est un livre de l'histoire, mais qui est encadré en fait par des procès, puisque finalement, vous commencez par le procès de Pétain, ensuite vous terminez sur le procès Papon. Pourquoi?
ce procès de Pétain est aussi central dans la dissémination de cette idée, de cette théorie du moindre mal, en fait, incarnée par Vichy. Et puis, une autre question aussi, c'est comment expliquer que, parce que vraiment, il a une importance, vraiment une importance centrale, ce procès, comment expliquer qu'il a pu, sa postérité, a pu survivre à la fin du procès. Vous voyez comment ça a pu à ce point essaimer sur les années qui ont suivi, alors que la France avait tourné la page et été accaparée par d'autres sujets. Alors, d'abord, justement, en 45, quand il y a le procès Pétain, la France n'a pas tourné la page. La Alors ça, France, on est d'accord, mais je elle parle est en... après, oui. Ah oui, Pas alors pour après, les mais films. non, pour vous dire, là, effectivement, vous avez raison, il y a le moment et il y a la postérité, mais c'est un moment qui est tellement important et qui est tellement attendu. Je veux dire, au moment de la libération en août 44, les principaux responsables, ils sont pas là, ils ont fui en Allemagne. Donc il y a une frustration, l'épuration est quelque chose qui, au départ, passionne les Français. Il y a une volonté de vengeance très, très puissante, très forte. On veut châtier les traîtres, et en même temps, les grands traîtres, ils sont pas là. Donc l'attente de la fin de la guerre, parce que la guerre n'est pas terminée, et du retour de Pétain était très forte dans l'opinion. Donc le procès de Pétain, c'est ce qui était vraiment attendu, c'est le procès de Vichy. Donc voilà, il y avait des attentes très fortes sur ce procès. Et alors, je ne sais pas si vous voyez mon PDF. On Oui, le voit tout ou à pas? fait. Ah, vous On le le voyez, donc voit. vous voyez, Enfin, moi, voyez je le donc vois, mais j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. voilà, donc vous voyez le procès Pétain, enfin des images qu'on voit dans tous les films, hein, Pierre Laval qui arrive. Donc c'est un procès très spectaculaire parce que on a un accusé qui refuse de s'exprimer, Pétain, et qui au début du procès se contente de lire une lettre en disant, voilà, c'est vraiment, ça a été bien pensé à la fois par son entourage personnel et par ses avocats qui lit une lettre qui est une sorte de condensé de sa défense, qui est vraiment qui marque devant l'opinion publique quelle va être la défense jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que Pétain dit, voilà, moi j'ai été appelé au pouvoir, mon pouvoir, Vichy, était reconnu par tous les pays du monde, il y avait une légitimité absolue, mais il y avait une autre légitimité, elle était à Londres. Mais voilà, moi j'ai été le bouclier et De Gaulle à Londres a été le glaive, l'épée. Voilà, nous avons tous les deux essayé de défendre la France. Ah, il dit ça, il s'assied, il parle plus. Et le procès va faire défiler plein de gens connus, tous les grands de la Troisième République. Donc c'est vraiment un moment fondamental, avec en plus un avocat, que vous voyez là à l'image, Maître Isorni, qui n'est pas du tout connu du grand public à l'époque, mais qui va le devenir et qui va mener une défense brave de Pétain, offensive, et qui va marquer les esprits en disant, voilà, et en particulier sur les Juifs, sur tous les sujets, Pétain a protégé les Français. Alors certes, sur les Juifs, il a dû sauver, il a dû sacrifier les étrangers, on a dû, voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, mais à Verdun comme à Vichy comme à Verdun plutôt, il a protégé les Français. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'immense majorité des Juifs français ont survécu. Voilà la défense de d'Isorni. Et ça marque à ce point les esprits que Pétain est condamné à mort à une seule voix près. Que il a vraiment failli obtenir l'acquittement de son client et de son prestigieux client. Et dans les commentaires qui sont donnés, dans les commentaires de l'époque, on a par exemple Raymond Aron, je parle bien de Raymond Aron, hein, pas de Robert Aron, le grand Raymond Aron, qui dans les temps modernes, là, et c'est le point de départ de mon livre, qui dans les temps modernes euh, dit, ben voilà, sur ce sujet-là, bien douloureux, euh, effectivement, Vichy a été un moindre mal et même le statut des Juifs a été un écran et la zone libre a permis aux Juifs voilà, d'être préservés. Et on peut considérer que jusqu'en novembre 1942, Vichy n'est pas criminel. Quand même ahurissant. Novembre 42, dans l'esprit de Raymond Aron, c'est le moment où il y a le débarquement allié en Afrique du Nord et où là, Pétain, refusant d'aller en Afrique du Nord, restant en France, continuant la fuite en avant dans la collaboration, là, c'est pas pardonnable. C'est criminel, c'est injustifiable. Mais avant, ça se discute et en gros, Vichy a fait de son mieux. Voilà la lecture et cette lecture-là, elle s'impose.
C'est en cela que vous voyez qu'il y a une postérité du procès Pétain, c'est que ça devient une forme d'idée reçue. Voilà, Pétain, il paye pour les crimes de Vichy, mais il a fait de son mieux et sur certains sujets, comme celui des Juifs, en gros, la thèse du moindre mal, elle est juste, c'est la vérité. Et ça, j'ai vraiment réalisé à quel point cette idée va infuser. Alors, elle infuse dans le livre dont je vous ai parlé de Robert Aron, chez André Siegfried, donc ses premiers livres sur pseudo-scientifique ou parascientifique sur Vichy. Le livre de Robert Aron est un livre de journaliste, mais qui se fonde sur une enquête archivistique qui est menée d'ailleurs par une véritable historienne, une très jeune historienne, Georgette Helger. Donc ça sort en 1954. André Siegfried, bon, bah, c'est un universitaire essayiste qui publie un livre de la Troisième à la Quatrième République. Donc vous voyez, c'est la vision Vichy parenthèse. Et sur ce sujet-là, ça passe très vite. Et en gros, c'est l'idée admise qu'on va retrouver également dans les manuels scolaires, les premiers manuels scolaires de la fin des années 50 qui parlent de la politique antisémite. Très peu, c'est pour dire que ce sont les Allemands qui ont fait la grande rafle de l'été 42 à Paris. Dans les livres pour le grand public, on nous explique que le maréchal Pétain s'est indigné en vain, etc., etc. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une sorte c'est matriciel le procès Pétain. C'est-à-dire qu'il établit des idées fausses sur la réalité de Vichy dans le grand public cultivé. Je vous remercie. Alors, ça va nous permettre de faire le lien avec le savoir des victimes, hein, qui est donc le titre de votre ouvrage. Savoir des victimes, c'est-à-dire donc savoir de ceux qui ont réchappé à la Shoah et qui vont réussir à infléchir et à contrer ce discours dominant. Et on commence le parcours avec donc le Centre de documentation juive contemporaine. Alors, je vais peut-être vous laisser présenter brièvement ce centre, mais moi j'aurais une question de fond, c'est en quoi ce centre qui est porté par des personnalités qui ne sont pas des historiens de métier, en quoi ce centre fait bien un travail d'historien et pas un travail de mémoire. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un travail d'historien? Et ça, vraiment, dans la perspective, ben, toujours en notre enseignement en HGGSP, histoire, mémoire, justice. On aura l'occasion de reparler de la justice ensuite. Ah bah, très bonne question. Alors effectivement, il y a un centre de documentation juive contemporaine. Le nom paraît un peu étonnant, qui est créé dans la clandestinité en 1943 à Grenoble par Isaac Schneerson. Ça vous connaissez, Mm. c'est assez connu. Et au départ, on n'a pas complètement conscience de l'immensité du crime qui vise les Juifs d'Europe. On sait qu'ils sont déportés à l'Est, on sait que probablement ceux qui sont déportés subiront des souffrances terribles. On a déjà des informations sur les chambres à gaz, mais faut-il y croire ou pas? Bref, l'inquiétude est très très grande, mais c'est vraiment en 1945 qu'on prend conscience de l'immensité et de la singularité de ce crime. Les chambres à gaz, les crématoires, c'est un choc absolu pour les Juifs dans une société et qui, en 1945, sur cette question-là, est dans le déni. Donc ça, c'est le point de départ. Donc on a des gens qui ont conscience de ce qui s'est passé, qui ont commencé à réunir des archives dans la clandestinité. On n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais à Grenoble, on va compiler au départ des textes du journal officiel, des arrêtés de nomination d'administrateurs provisoires. On a des archives d'organisations de résistance juive, d'assistance. Bref, on a des petites choses, mais c'est vraiment à la Libération qu'on va commencer à vraiment enrichir les collections du Centre de documentation juive contemporaine. Ils arrivent à Paris et ils vont taper à la porte de différents organismes, de ministères. Et une chance incroyable leur arrive à Léon Poliakov, dont j'ai accédé aux archives privées. Léon Poliakov, qui est un résistant, qui connaît bien Schneerson, qui l'a aidé dans la clandestinité à Grenoble, qui a même fait une visite au CDJC en 1943 et à Grenoble. Et donc, il est nommé par
Schneerson, il est nommé comme étant un peu le responsable du service, ça va s'appeler comme ça, le service de recherche. Donc, c'est Poliakov, qui est un homme qui a des qualités relationnelles importantes, qui est sympathique, qui est un ancien journaliste, qui a fait du droit. Donc, oui, c'est quelqu'un qui peut aller s'adresser et qui est résistant en plus, il était à combat. Donc, tout ça fait que cet homme, quand il va voir des gens au ministère de l'Intérieur, on ne lui ferme pas la porte au nez et on va même lui donner accès à des archives, les archives de la Gestapo. Et ça, c'est extraordinaire parce que ils ont accès, c'est clairement les archives du service des affaires juives de la Gestapo. Formidable comme fond. Et donc, c'est un miracle. Euh, Ça permet d'ailleurs au CDJC de se faire connaître des autorités publiques la France a une accusation à porter au procès de Nuremberg. Donc là, ben, il y a des archives de la Gestapo, des affaires juives. Donc c'est formidable pour l'accusation française à Nuremberg. Donc ça fait que le CDJC en 45-46 est bien vu des pouvoirs publics et peut donc en plus accéder aux archives du service de restitution des biens spoliés qui ont, qui ont l'intégralité des archives du commissariat général aux questions juives. Et on laisse au CDJC, à Poliakov et à son équipe. Il y a une petite équipe de chercheurs qui commence à être constituée, avec notamment Joseph Billig. Donc Joseph Billig, lui, c'est un philosophe, c'est un mathématicien. Donc vous voyez, effectivement, c'est pas des historiens de formation, mais ils vont devenir historiens parce que cette petite équipe, ils sont une demi-douzaine, vont pouvoir accéder à l'ensemble des archives du commissariat général de questions juives qui ne sert pas à la restitution. Autrement dit, tout ce qui n'est pas dossier individuelles, d'entreprises, de personnes spoliées, bah, toutes les archives courantes du commissariat aux questions juives, c'est des milliers de dossiers, sont entreposés dans une cave et le CDJC a un accès intégral à ces archives. Voilà. Et donc, ils vont en faire des copies et ils vont pouvoir faire un travail historique. Et là où votre question est importante, c'est qu'effectivement, ils font un choix. Ils font un choix qui est celui de la science pure et dure. Il voit bien que d'un point de vue mémoriel, c'est pas évident de mettre en avant le vécu des Juifs. Je cite quelques documents assez terribles qui montrent que voilà, qu'il y a un antisémitisme dans la société française en 45 qui est là, voilà, dont ils ont conscience. Léon Poliakov écrit d'ailleurs dans ses mémoires que en 1945, il y avait une sorte d'invincible résistance de la société française à croire la réalité de l'extermination des Juifs par le gaz, tel que ça s'était passé. On ne pouvait pas le croire. Et cette espèce de sidération face à la réalité de ce qu'ont vécu les Juifs s'accompagne et même alimente un antisémitisme. Parce que c'est comme, vous savez, le déni, en règle générale, c'est retourner. Et quand vous êtes dans le déni, vous retournez. Et donc, ça entraîne aussi de l'agressivité contre les Juifs, auxquels on fait comprendre que d'autres ont vécu pire qu'eux, qu'il faut qu'ils arrêtent de se plaindre, comme s'ils se plaignaient. Enfin, vous voyez qu'il y a une sorte d'inversion comme ça des valeurs. Et vous voyez même dans le tract de la résistance, enfin, d'une organisation de résistance qui voilà, sort ce tract, ni un Boche, ni un traître, ni un juif, et pour que la France soit heureuse, libre et prospère. Donc ça, c'est le climat. Donc pour être cru, eh ben, il faut miser sur la science, sur les documents, sur les preuves qu'on a. Et donc, ils font vraiment un choix radical de faire des publications qui se fondent uniquement sur des archives. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des livres de témoignages, mais ces livres de témoignages, notamment Georges Wellers. Alors, Georges Wellers, c'est un personnage très important parce que Georges Wellers est un rescapé d'Auschwitz, chimiste, biologiste, et non, il n'est pas biologiste, pardon, il est chimiste, et il va vouloir témoigner au procès Pétain. C'est le point de départ de mon livre, d'ailleurs, cette volonté de témoigner, et il va renoncer à le faire parce qu'on va le décourager de le faire, parce qu'on dit, bon, en gros, les Juifs, il vaut mieux qu'on se tienne à carreau. Donc, lui publie un livre, mais c'est un livre de témoignage qui est vraiment très objectif, très rigoureux, qui essaye d'ailleurs d'utiliser des archives. Donc, on voit que l'immense majorité des publications du CDJC, les 18 publications sorties entre 1945 et 50, une dizaine d'autres dans les années 50, donc vous voyez 30 livres sont fondés sur les archives. Donc, vous voyez, il y a vraiment un choix de la science par rapport à la mémoire. Voilà. Alors après, Schneerson va changer et va miser sur la mémoire.
et a abandonné d'ailleurs le travail scientifique, ce qui fait que c'est d'ailleurs l'un des fils rouges de mon premier chapitre. On voit que Joseph Billig, qui est ce chercheur qui va essayer de faire avec Léon Poliakov, Poliakov et Billig, eux, font le pari scientifique. C'est pour ça que j'ai intitulé mon premier chapitre Le pari du CDJC. Schneerson va finir par être un peu découragé parce qu'il y a peu de résonance et il va tout miser à partir du milieu des années 50 sur la mémoire. Et le fameux, vous connaissez ce bâtiment extraordinaire au cœur de Paris, rue Geoffroy-Lanier, le mémorial du martyr juif inconnu. Vous êtes tous passés par là. Aujourd'hui, il y a le mur des noms. Mais si vous regardez, vous voyez cette espèce d'immense monument qui est le premier monument au monde pour honorer la mémoire des martyrs juifs de la Shoah, de ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah. Donc, vous voyez que Schneerson a changé de pied. Mais le point de départ, c'est ça. C'est un savoir fondé sur des intuitions qui sont celles des victimes. Elles savent, les victimes, ce qu'a été la réalité de la Shoah, mais elles veulent le démontrer d'un point de vue strictement et rigoureusement scientifique. C'est ce que vont faire voilà, ces chercheurs. Et c'est vraiment très important parce que ces livres, et notamment la somme de Joseph Billig sur le commissariat général aux questions juives, elle est fondamentale parce qu'il y a déjà là toutes les thèses à partir d'archives parce que le commissariat aux questions juives, c'est certes une administration qui persécute les juifs, mais c'est aussi une administration représentative de ce qu'a été le gouvernement de Vichy. Le gouvernement de Vichy, c'est à la fois on s'appuie sur les administrations ordinaires et à la fois on crée des institutions nouvelles pour servir le projet de révolution nationale. Et le commissariat aux questions juives est un pur produit de cette volonté-là de Vichy d'à la fois se servir des outils ordinaires de l'État et d'avoir des aiguillons idéologiques. Et donc, à travers les archives du commissariat aux questions juives, à travers les archives de la Gestapo, Billig a une compréhension générale de ce qu'a été la collaboration. Et dans la conclusion générale de sa somme, 3 volumes sur le commissariat général aux questions juives, il y a déjà toute la lecture de la politique de collaboration de Vichy qui annonce vraiment Henri Michel, qui annonce Paxton, qui annonce tous les grands travaux des années 60-70. Voilà, donc c'est vraiment un moment très important, ce moment, ce pari scientifique du CDJC. Mais alors, le fait d'avoir des archives, même en nombre très abondant et même provenant de fonds qui sont des fonds pas si faciles d'accès que ça suffit pas forcément à faire un historien. C'est un élément, mais c'est sans doute pas le seul. Et comment, par exemple, dans l'écriture de l'histoire, dans l'écriture de leurs livres, notamment les 6 que vous avez montrés, euh, en sur quoi voit-on qu'ils ont fait vraiment œuvre d'historien dans leur analyse? Alors, alors, ils deviennent historiens sur le tas, mais vous savez, comme nous, on devient historien. Tout à Parmi fait. vous, si certains ont fait des thèses au départ. Bon, on lit des livres, on apprend, on a des enseignements qui nous expliquent. On a lu Antoine Pro, donc on sait, voilà, le métier d'historien, les règles. euh, de traitement des archives, de recoupement. Bon, tout ça, ce sont des choses théoriques, mais en fait, c'est une pratique. Et et c'est ce que font ces gens. Ils se lancent dans le bain. Et finalement, c'est quoi le métier d'historien? C'est que il faut lire des archives, il ne faut pas les trahir, évidemment, et il faut proposer des interprétations qui correspondent de manière valable et non pas euh, en occultant des parties qui dérangent. C'est ça le métier d'historien. Et c'est vraiment ce qu'ils font en proposant des interprétations. Alors, évidemment, il y a des grosses carences. C'est-à-dire qu'il y a une forme aussi surtout Joseph Billig. Alors certes, il fait à la fin, parce qu'il est philosophe de formation, donc c'est un homme qui aime manier les idées, qui sait synthétiser, enfin, qui sait les mettre en forme, mais c'est avant tout, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils vont être perçus, d'ailleurs un peu méprisés par les universitaires après, c'est surtout des compilateurs de documents. C'est surtout ça qu'ils font. Donc, bon, mais il y a des historiens qui sont de très bons compilateurs de documents. Donc, c'est avant tout des compilateurs de documents. Quasiment tous les livres que vous voyez là, ce sont des compilations de sources qui sont présentées rationnellement, organisées, avec des introductions, avec parfois des récits, mais la plupart du temps, on est dans vraiment. Mais c'est très précieux, ça.
parce que vraiment, il nous donne une intelligence, et notamment le volume, la persécution des Juifs en France et dans les pays de l'Ouest, c'est vraiment euh, dans la manière dont ces sources sont présentées et dans les introductions sont faites par un juriste qui s'appelle Rabinovitch, mais il a tout compris. C'est-à-dire qu'il a compris le rôle de Vichy, il a compris le rôle de l'opinion, il a compris les grandes séquences, le rôle de Bousquet, enfin, tout est là, tout est là. Mais on n'a pas encore un récit fluide, bien écrit, entraînant. Voilà, ça, c'est plus tard. Et c'est quelque chose que Paxton saura faire, que Klarsfeld saura faire, mais que ces chercheurs, qui sont voilà, des gens qui ont appris le métier sur le tas, ne sont pas forcément en mesure de faire. Donc c'est vrai que ce sont des livres assez difficiles à lire, mais qui répondent vraiment à tous les requis du métier d'historien. Une investigation complète, on cite des références, et à la fin, on propose des interprétations. Voilà. Et des interprétations qui sont non seulement solides, mais qui sont en plus pionnières et qui vont vraiment, celle de Billig dans Conclusion du commissaire aux questions juives, dépasse le cadre du commissaire aux questions juives et propose une lecture globale des logiques de la collaboration. Et vous savez, ils ont compris tout ça et ils ont su le formuler parce que c'était au bout de 15 années plongé dans les archives. C'est-à-dire que Joseph Billig, il fait que ça, que ça. Sa vie, c'est les archives. À partir de 1946, il est plongé dans les archives du commissariat des questions juives, puis ensuite il va à Nuremberg pendant 2 ans. Il se retrouve à Nuremberg pendant 2 ans, et là, on lui laisse accéder à toutes les archives sur le nazisme, plein d'archives. Il rentre en France, il doit classer, et les inventaires des archives du CDJC, d'ailleurs, elles sont toujours accessibles, hein. Vous avez toujours ces fichiers, ces petites fiches nominatives. Si vous allez au mémorial de la Shoah, on peut encore les voir, elles ont été faites par Billig et les gens qui ont travaillé avec lui. Il y a une connaissance incroyablement profonde des archives du commissariat de questions juives, de l'ambassade allemande, de la Gestapo et d'autres archives auxquelles ils ont eu accès et qui ont enrichi les collections du CDJC jusque dans les années 50. D'accord. Alors j'ai plusieurs questions qui sont des questions peut-être un peu de base besogne, mais pour clarifier les choses. Dans leur façon de travailler, euh, et quels sont les contacts qu'ils ont entre eux? Parce que finalement, les ouvrages que vous signalez, c'est souvent des ouvrages qui sont avec un seul signataire, un seul auteur. Comment se passe entre eux leur rapport pour échanger? Parce qu'il y a quand même bien de temps en temps où ils ont besoin d'échanger. Est-ce qu'ils ont pu avoir des appuis aussi avec des universitaires? Est-ce que malgré tout, dans cette université assez fermée sur elle-même, est-ce qu'il y a quand même eu des relais qui ont pu les aider? Et puis matériellement, comment ces gens vivent? Alors, bah, très très bonne question parce que ça nous amène à ce qu'est la singularité, ou plutôt l'une des caractéristiques qui était méconnue du CDJC. On avait l'idée du CDJC, et moi j'étais là un peu là-dedans, hein, en vous parlant, dans des militants tout seuls en leur coin. En fait, c'est pas ça. C'est pas que ça. Ils sont, dès la fin des années 40, connectés avec le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous avez tous entendu parler du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a joué un rôle très important, qui est un organisme officiel lié au service du chef du gouvernement, du président du Conseil, et qui a des financements publics et qui est lié au CNRS. À travers à la fois Lucien Fèvre, vous connaissez tous, toutes, Lucien Fèvre. Lucien Fèvre soutient fortement le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il en est le président, je crois, d'honneur. Je ne sais plus quel est son titre honorifique, mais il a un lien très fort au président effectif. Oui, c'est ça, il est le président. Et Henri Michel, qui est un pur universitaire, agrégé d'histoire, normalien, est détaché comme directeur de recherche au CNRS, comme secrétaire général et comme le véritable responsable scientifique de ce comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le CDJC ont des liens dès 1949. Ces liens, et Léon Poliakov, et c'est ça le pari scientifique dont je vous parlais, Léon Poliakov comprend que l'avenir du CDJC, ça ne doit pas être la communauté juive, ça doit être la recherche française. Et donc, il va tout faire pour connecter le CDJC à la fois
au comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, évidemment, le CNRS, parce que le CNRS, il est pourvoyeur de moyens. C'est un organisme d'État qui existe toujours, le CNRS, moi-même je suis au CNRS, et donc le CNRS va accepter alors ça va pas être facile, hein, il va falloir vraiment montrer patte blanche, il va vraiment falloir ruser, ne pas trop dire qu'on travaille sur les juifs, parce qu'il ne faut pas trop se singulariser, mais on travaille sur le nazisme, on travaille sur l'industrie, on travaille sur des trucs sérieux, et grâce à ça, grâce à vraiment le soutien d'Henri Michel, de Lucien Febvre, le CDJC va avoir une aide du CNRS. Et Joseph Billig va devenir ingénieur d'études. Ingénieur d'études, c'est un grade qui existe toujours au CNRS, qui est certes pas le plus prestigieux, mais quand vous êtes ingénieur d'études, bah, vous êtes payé. Et il a un demi-poste au CNRS. Donc, Joseph Billig, le monsieur que vous voyez là, jusqu'en 1966, il est né en 1901, donc vous voyez, jusqu'à 65 ans, il va être, et il va prendre la retraite, il va être ingénieur d'études du CNRS. Et il a un autre demi-poste par le CDJC, qui est tout aussi mal payé, mais enfin, bon an, mal an, avec ça, il peut se consacrer pleinement à la recherche. Quant à Poliakov, lui, il va quitter le CDJC, il va réussir à obtenir un poste à l'EHESS, parce qu'il deviendra le HESS, le PHE, et il sera directeur de recherche au CNRS. On voit qu'il y a des liens. Et ces liens, ils sont forts parce que c'est des liens scientifiques, c'est des liens humains. Henri Michel est proche de Poliakov, de Billig et surtout de Georges Wellers. Il va être très ami avec Georges Wellers et ils se soutiennent. Alors évidemment, on peut, comme le fait René Poznanski, et elle n'a pas tort de le faire, voir ce lien comme une sorte de partage des tâches où, en gros, vous, c'est les Juifs, et nous, c'est le reste. Voilà, le sérieux, le plus important, c'est l'histoire de la résistance, c'est l'histoire militaire, c'est l'histoire. Et vous, vous travaillez sur les Juifs, c'est très bien ce que vous faites, mais vous êtes un peu dans un ghetto. C'est vrai, et en même temps plus compliqué que ça, parce qu'on voit que il y a une revue, la revue d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a des publications collectives, en 1957, ça aussi c'est une chose que j'ai découverte, les historiens scientifiques sur la résistance, sur Vichy, ils répondent, ils laissent pas sans réponse. C'est ce courant dont je vous ai parlé, qui vise à justifier Vichy et le réhabiliter, qui est effectivement plutôt dominant. Ils font des livres, il y a notamment un livre collectif qui sort en 1957 au PUF pour répondre contre les falsifications de l'histoire, hein. On est vraiment déjà dans cette logique-là de réponse. Et il y a un chapitre sur la collaboration, il y a un chapitre sur l'Alsace-Moselle, il y a un chapitre sur les prisonniers de guerre, il y a un chapitre sur la collaboration économique, et vous avez un chapitre sur les Juifs, et c'est Joseph Billig qui le fait. Donc c'est assez normal qu'il y ait ce partage des tâches, en fait, du compte quand on réfléchit un peu. Donc voilà, il y a des connexions, et je dirais même, et ça c'est un peu l'une des lectures un peu provocatrices que je fais dans le dernier chapitre de mon livre, les relations, en fait, sont meilleures entre les chercheurs du CDJC et le monde académique que entre ceux, entre Klarsfeld dans les années 80 et les universitaires. Donc on voit que, voilà, que les choses sont quand même assez vertueuses dans les années 50, 50-60. Malgré effectivement le fait que voilà, il y a peu de visibilité, ils ont peu de lecteurs, mais je rends vraiment hommage à ce personnage d'Henri Michel, et qui est souvent un peu taxé d'avoir été un peu, parce qu'évidemment, il a été dépassé après par Paxton, et puis il incarne un peu ce mouvement dont je vous parlais, qui est vraiment euh, peu sensible. C'est vrai qu'Henri Michel, d'un côté, quand il est très proche du CDJC, mais de l'autre, quand il fait son histoire de Vichy, il sort une première histoire de Vichy en 1966, il parle très peu des Juifs. Ouais, donc, parce que pour lui, c'est pas l'enjeu le plus important. Pour lui, l'enjeu le plus important, c'est les considérations militaires. C'est lui-même est un ancien résistant, donc c'est ça l'important pour lui. Et non pas qu'il néglige complètement les Juifs, mais c'est pas ça le cœur de ce que doit être une vision et une histoire de Vichy. Donc on l'a du coup un petit peu, un petit peu minoré son importance. Or, il a vraiment joué un rôle de soutien et même d'amitié à l'égard du CDJC qui a été considérable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement aux différentes sous-questions de votre question, mais
voilà, je crois que sur les questions de comment ils vivent, voilà, voilà, vous savez à peu Hmm, près tous d'accord. les éléments. Alors, dans le face-à-face, c'est vrai que vous avez déjà commencé à donner des éléments entre ce que eux mettent à jour, ce qui confirme donc leur intuition, et puis les tenants de la thèse du moindre mal. Alors, il y a finalement le procès Pétain, si j'ai bien compris, qui est une espèce d'occasion manquée pour ces DJC de faire connaître bah, les faits. Alors, est-ce que vous avez dit il y a un climat antisémite qui a joué, qui inhibe. Puis Il y a ensuite, un aussi climat de réconciliation. et Ensuite, puis il y a aussi à ce moment-là, dans ce moment 45, en fait, ils n'ont donc pas encore assez pas encore assez d'éléments. Ils fonctionnent avec les sources que vous avez indiquées, les textes du Géo, du journal officiel, la résistance sur la résistance oui, juive. au moment du Finalement, procès Pétain, effectivement, ils sont encore, effectivement, le lourd, euh, la parole peut pas encore, ne peut encore peser. Et on sent en fait qu'ils vont chercher, on va dire, l'archive, le texte qui permettra d'éteindre toute contestation. Est-ce que ce texte ou ces textes sont trouvés et quand sont-ils trouvés? À partir de quel moment ce qui n'était pas très audible finit par le devenir? alors, il y a des sources, effectivement. C'était important que vous posiez cette question parce que dans mon livre, il y a un fil rouge. Voilà, il y a un fil rouge, c'est Bousquet. C'est Bousquet parce que on voit que ces responsabilités sont mises en valeur dans la persécution des Juifs en France, alors qu'il y a une procédure qui est lancée. On voit que ce livre atterrit sur le bureau du juge, des juges qui instruisent et l'affaire Bousquet et les autres affaires de persécution antisémite, et que la justice n'en tient aucun compte, alors même qu'il y a des preuves incroyables. Et donc, parmi ces preuves et parmi ces documents accablants, à la fois contre Bousquet et contre Vichy, il y a un document qui va particulièrement frapper l'opinion publique à partir de 1967 et un livre qui va marquer les esprits et qui est vraiment pour moi le vrai tournant, si vous voulez. Enfin, si je devais vous proposer une chronologie aujourd'hui, c'est pas Paxton 71 avant Le Chagrin et la Pitié, c'est ce livre-là qui est le tout début du basculement. Parce que dans ce livre-là, livre destiné au grand public par deux militants de la mémoire qui est un peu passé sous les radars, il y en a un qui est décédé au moment de la sortie du livre, c'est Paul Quillard et Claude Lévy, le véritable auteur et artisan de ce livre. Donc ce livre va avoir un impact important et il y a un document qui va marquer les esprits, c'est ce fameux document de la Gestapo du 6 juillet 1942 où Laval dit que le sort des enfants ne l'intéresse pas. Voilà, les enfants peuvent partir, ils ne m'intéressent pas. Ah oui, Ça, dans ce c'est livre-là. dans ce livre-là. Alors, c'est un document qui avait déjà été publié par le CDJC, qui avait été publié, commenté par Georges Wellers, par Joseph Willig, mais personne n'y avait prêté attention. Les personnes ne lisaient les livres du CDJC. Et là, il y a une résonance. Et ce moment 67, c'est un moment de bascule. Parce que là, vous voyez, ce bandeau dans la presse. Là, vous avez des commentaires dans la presse. Vous avez Jean-Paul Sartre. Vous avez Jean-François Revel. Vous avez Jacques Duquesne. Vous avez plein d'intermédiaires culturels, des intellectuels en vue, influents, qui disent, regardez ce terrible récit, ce crime impardonnable, il n'y a pas de quoi être fier, etc., etc. Donc c'est vraiment le début du basculement où là, la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs c'est le début de ce processus dont je vous ai parlé, va devenir central. Et Vichy va de plus en plus se résumer à les Juifs, la Shoah. Ça, c'est le début du basculement. Et il y a un autre document qui est vraiment l'autre fil rouge de mon livre. C'est ce document et qui va avoir une importance cruciale dans l'affaire judiciaire de Bousquet dans les années 80. C'est on est au même moment, hein, également un document allemand, également déjà publié en 1948
dans le fameux livre, c'est vraiment un livre très important, La persécution des Juifs en France, parce que c'est déjà du Klarsfeld, on a déjà, c'est déjà le calendrier de Klarsfeld. C'est un document du 2 juillet 1942 qui évoque c'est une rencontre entre Bousquet et les Allemands. Vous avez le général Auberg, vous avez Helmut Toren, donc les chefs de la police allemande en zone occupée, et Bousquet accepte de livrer tous les juifs étrangers aux Allemands, à condition d'épargner dans un premier temps, c'est provisoire, les Français, les juifs français. Les enfants sont pas évoqués, mais les enfants français vont être livrés, comme vous le savez. Et autre condition, que la police française soit autonome. Et Bousquet dit, voilà, donc ça, ce document-là commence à être cité et analysé dans des travaux. On en prend vraiment la pleine mesure au début des années 60, dans un article de Joseph Billig. Georges Wellers, au début, n'y prête pas grande attention. Donc, on voit comment cette connaissance sur le rôle particulier de Bousquet commence à se développer. Ce qui fait que à la fin des années 70, en fait, entre la prise de conscience du grand public, l'établissement d'un savoir extrêmement rigoureux qui progressivement resserre les responsabilités sur un certain nombre d'individus, Laval, Bousquet, Leguet, l'adjoint de Bousquet. Bousquet et Leguet sont vivants à la fin des années 70. Bousquet avait été jugé en 49, acquitté. C'est l'un des scandales. Je m'attarde particulièrement sur ce moment-là parce que c'est vraiment un moment où là, le CDJC en 49 n'a pas vraiment encore compris hein, vraiment les responsabilités de Bousquet. Il y a des documents, mais on n'a pas pris la pleine mesure. Vraiment, la pleine mesure, on la prend. Enfin, c'est progressif. C'est un article de Billig fin des années 50, un autre début des années 60. Et donc, en gros, tout est prêt. Tout est là à la fin des années 70 pour permettre à Klarsfeld de lancer sa campagne. Et en fait, le basculement que je montre, le deuxième basculement que je montre, c'est qu'on passe de la phase terminale d'un processus d'établissement d'un consensus et de prise de conscience du grand public, où là, il y a vraiment le savoir des victimes est pleinement pris en charge par l'ensemble, voilà, ça va être les livres d'histoire, ça va être les manuels scolaires à partir de 1983, et il y a autre chose qui change, c'est que maintenant, on ne veut pas simplement la vérité et la connaissance, on veut aussi la justice. C'est ça le changement avec Klarsfeld. Et là, on passe vraiment à ce moment que je décris dans le dernier chapitre de mon livre. Mm. Alors, on va en parler hein, évidemment de cet aspect du moment classe ferme, mais avant ça, j'avais une autre question qui est par rapport à Paxton, parce que finalement, dans ce que vous nous dites, hein, finalement, tout est déjà là. Il y a déjà tous les éléments, toutes les grandes conclusions sont présentes. Donc, finalement, la révolution de Paxton, qu'est-ce que c'est? La révolution de Paxton, voilà comment je la vois maintenant. Je la vois, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Paxton, il est absolument fondamental. Il est absolument fondamental à deux titres. La première, c'est que il est le point culminant de la recherche scientifique sur Vichy depuis 15 ans. Quand il sort son livre en 1973, janvier 1973 en France, le, le- le- l'état des connaissances sur Vichy demandeur de collaboration, sur les responsabilités propres, voilà, tout ça est déjà là, euh, acquis dans des travaux antérieurs, notamment Henri Michel. Alors, le pauvre Henri Michel, alors, si vous me lisez, vous verrez que c'est assez émouvant parce que on voit que d'un côté, c'est grâce à lui que Paxton est là et en même temps, il se fait piquer un peu la vedette et il le vit mal. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez humain dans sa réaction. Donc, on voit que Paxton, il arrive à fusionner. Il y a eu aussi Eberhard Diakel qui a fait un gros pavé sur la France à l'heure allemande, dans l'Europe d'Hitler, pardon. Et donc Paxton, son livre, La France de Vichy, extrêmement bien construit, efficace. C'est le point culminant et c'est celui qui, en fait, est là au bon moment. Et en plus, et c'est le deuxième, et c'est ça vraiment fondamentalement la révolution paxtonienne, c'est qu'il va plus loin que les autres, et dans la conclusion de son livre, il fait le choix de juger Vichy. Et de juger Vichy sur la question de
la déportation des Juifs. Et là, c'est l'homme du mouvement historiographique dans lequel on est encore. Et il est d'autant plus important dans ce basculement et dans cette évolution qu'un éditeur extraordinaire, Roger Herrera, l'a déjà élu comme l'homme qui peut faire le grand livre sur Vichy et les Juifs. Avant même la publication de La France de Vichy, Roger Herrera, qui lance une collection à Calman Levy sur les Juifs, une collection qui s'appelle Diaspora, a l'idée, on est au moment du chagrin et la pitié, il a vu le chagrin et la pitié, il a vu Claude Lévy parler dans le chagrin et la pitié. Vous savez, Claude Lévy, qui est l'un des personnages du chagrin et la pitié, donc l'auteur de Le- le grand nom. la rafle du Veldiv, la grande rafle du Veldiv. Et Herrera voit ce film, voit le chagrin et la pitié, il se dit, il faut un livre. Et comme lui, vous voyez, j'en reviens un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, là, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'est pas allé demander à Billig, pourquoi il n'est pas allé demander à Wellers? Non, il ne les voit pas comme des universitaires de haute volée qui vont pouvoir faire un grand livre bien léché, qui va toucher le grand public. Pour lui, c'est des sympathiques vieux militants de la mémoire qui font des livres illisibles, qui compilent des sources. Il ne les voit pas comme des vrais historiens. Et ça, c'est quand même... Et il se dit, ça ne peut pas être un Français. Henri Michel, il le voit comme un ringard. Non, il faut un étranger et il voit ce jeune Américain qui a fait une thèse sur l'armée de Vichy et il se dit c'est lui qui doit faire ce livre. Donc c'est incroyable parce que s'il n'y avait pas eu cette idée de Roger Herrera, le rôle de Paxton n'aurait pas été aussi important parce qu'il y a la France de Vichy en 73 et puis dès 71, vous avez, mais donc avant, vous avez Roger Herrera qui fait signer à Paxson un contrat pour faire un livre sur Vichy et les Juifs. Un livre qui va finir par aboutir en 1981. Donc vous voyez le rôle incroyable de Paxton dans l'historiographie, parce qu'à la fois, il est celui qui est le point culminant sur la collaboration, il est celui qui fait la transition par rapport à ce nouveau régime mémoriel qui va mettre Vichy et les Juifs au centre, et en plus, c'est lui qui va faire un livre fondamental et qui va être, et que je considère comme le moment où vraiment, à partir de 81, enfin, c'est vraiment le moment du consensus. Et d'ailleurs, quand vous comparez la réception de la France de Vichy et de Vichy et les Juifs, 73-81, c'est le jour et la nuit. 73, c'est la polémique. C'est-à-dire qu'on vit très mal le fait qu'un Américain vienne, voilà, nous expliquer ce qu'a été. Donc, il est très mal reçu par l'université française. Il y a des débats dans la presse. Le grand public est prêt en revanche. Le grand public est prêt, il est en attente. Voilà, il y a vraiment un changement. Et donc, Paxton tire grand profit de ce changement post-68, de cette attente des nouvelles générations, d'une lecture plus juste, plus réelle, moins mensongère, parce que le grand public cultivé, qu'est-ce qu'il disait? C'était De Castello, c'était Historia. Donc, le grand public cultivé, il veut autre chose. Et il va avoir Paxton. Et donc, controverse 73. En revanche, 81, on voit qu'il y a eu tout ce travail voilà, des années 70. Et quand il sort Vichy et les Juifs, en 81, il y a aucune polémique. Tout le monde est d'accord. Tout le monde loue le livre. Donc, on voit vraiment ce changement incarné par Paxton. Donc, Paxton, vous voyez, son rôle, il est fondamental. Mais voilà, il est déterminé par toute une historiographie, par tous des travaux. Il est permis par des éditeurs, le rôle de Roger Herrera, très important, le rôle de Michel Vinocq aussi, très important. Donc, vous voyez, j'ai situé Paxton dans un environnement, et donc c'est pas le sauveur qui arrive comme ça tout seul des États-Unis, c'est un contexte aussi qui a permis voilà, qui a permis son épanouissement. Alors, on va arriver donc à la fin avec le moment que vous vouliez aborder un petit peu plus tôt, qui est le moment, justement, le moment Klarsfeld, qui est un moment, qui est un moment du consensus, d'une certaine façon, enfin, où a priori, le combat est terminé et où Serge Klarsfeld, lui, est bien dans une démarche qui est une démarche judiciaire. Et donc, quelle place occupe finalement ce moment dans le combat général en fait que retrace votre livre? C'est vraiment c'est l'imbrication dont je vous parlais, c'est-à-dire que certes, avoir gagné le combat dans les manuels scolaires,
c'est formidable. Pour Klarsfeld, c'est très bien, c'est vraiment, il en est vraiment l'acteur, hein. Les manuels scolaires ont changé depuis 1983 sur ce chapitre-là pendant 25 ans, 24 ans, 59 dans les manuels de terminale jusque en 83. On a des idées erronées sur Vichy et les Juifs, peu traités, maltraités, avec des idées fausses, avec des mensonges, avec les Allemands qui sont aux manettes, c'est eux qui arrêtent les Juifs pendant la rafle du Veldiv, etc., etc. Donc, le combat historique gagné par des livres, bon, mais qui sont quand même assez peu lus. Vichy et les Juifs de Paxton et Marus, c'est 9000 ventes. Pour Klarsfeld, ça suffit pas. Pour Klarsfeld, il faut qu'il y ait, euh, pour gagner vraiment le combat mémoriel, il faut que l'ensemble de la nation ait conscience de ce qui s'est passé. Et pour que l'ensemble de la nation ait conscience, il faut que ce soit également politique et judiciaire. Donc, ça suffit pas les manuels scolaires, ça suffit pas les livres d'histoire, ça suffit pas d'avoir gagné en gros la bataille culturelle. La bataille culturelle, on peut la perdre si on marque pas un grand coup. Et, 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 et en plus, il y a une question de justice élémentaire. Élémentaire, c'est qu'il y a des criminels qui n'ont pas été jugés. Et ça, c'est insupportable. Il y a un Bousquet qui a échappé enfin qui a échappé, qui a été acquitté après avoir fait que 3 ans et demi de prison. Et le procès Bousquet, c'est une pantalonnade, c'est une honte. Le Guet, son adjoint, il a simplement été renvoyé de la fonction publique. Il n'a pas été jugé. Or, Le Guet, c'est lui, l'homme qui, concrètement, à Paris, en zone occupée, était le représentant de Bousquet. C'est lui qui a couvert la séparation odieuse des familles, qui a même fait cette circulaire en disant il faut que les mères partent dans un premier temps, mais on va en garder une pour 8 enfants pour s'occuper des enfants qui seront tout seuls. Donc, c'est l'homme qui a couvert ces convois voilà, de l'été 1942 qui ont mis les enfants 3000 enfants français dans un état de détresse absolue. C'est ça le Guet. Et cet homme-là, qui est interrogé par le journal Le Monde en 1978, quand il y a l'affaire d'Arquet de Pellepoix, cet entretien scandaleux de l'ancien commissaire aux questions juives dans l'Express, donc tout ce qui est Klarsfeld commence à attaquer. Le journal Le Monde va interroger Jean Le Guet, et Jean Le Guet dit la rafle du Veldiv, c'est un détail. Donc c'est insupportable. Donc pour Klarsfeld, la France, on ne peut pas être en paix avec ce passé-là si des hommes comme ça n'ont pas été jugés. Donc vous voyez que, euh, voilà, mais c'est un combat qui est personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui veut mener ce combat-là. Les autres, Georges Wellers, bon, se disent à quoi bon? Et puis bon, de toute façon, le vrai responsable, c'était Laval. Donc c'est un combat qui est celui d'un homme. Et cet homme-là, il va le gagner tout seul, en résumé. C'est pour ça que je parle de moment Klarsfeld. Et il va le gagner tout seul. En fait, non, il ne va pas le gagner tout seul parce qu'il ne va pas le gagner sur Le Guet, sur Bousquet. Parce qu'il va y avoir des blocages, parce que ça va être long, parce que le président Mitterrand et ça, j'ai trouvé des archives inédites qui confortent ce qu'on savait, hein, c'est que Mitterrand était ami de Bousquet. Mitterrand ne voulait pas de procès pour crimes contre l'humanité visant des hauts fonctionnaires de Vichy. Il a bloqué. Voilà, tout ça est connu. Je le documente un peu autrement. Je l'explique de manière un peu différente. Et le résultat, c'est que Le Guet meurt dans son lit en 89, après 10 années de procédure, et que Bousquet meurt chez lui, assassiné par un justicier fou en 1993, alors que l'affaire était quasiment terminée et qu'il ne suffisait plus qu'il soit renvoyé devant un jury de cour d'assises. Voilà. Donc, il n'y aura pas de grand procès de Vichy. Donc là, c'est un échec de Klarsfeld. Ce grand procès de Vichy n'aura pas lieu et on va se rabattre sur le procès Papon. Et pourquoi le procès Papon est le triomphe de Klarsfeld? Parce que malgré le fait que Papon, secrétaire général de préfecture, n'est pas Bousquet, qui n'est pas Le Guet, qui est un exécutant, mais un exécutant qui a pris des petites initiatives, quand je dis petites, elles sont criminelles, mais qui a pris des initiatives limitées dans son domaine de compétences,
par exemple, aller organiser de manière efficace la rafle de juillet 42, aller mettre des enfants, parce qu'on ne veut pas les enfants tout de suite, les Allemands n'en veulent pas, donc autant à Paris, on va quand même les arrêter et les envoyer dans le camp du Loiret, autant en province, on ne fait pas ça, les enfants, on les laisse dans des familles d'accueil, mais après, il faut aller les chercher. Donc c'est là les marges de manœuvre de Papon, dont les services vont aller chercher les enfants en août 42, alors qu'on sait bien que les parents ont été déjà déportés. Donc voilà, il y a des crimes qui sont propres, qui sont limités et qui sont secondaires, évidemment, par rapport à ceux de Bousquet et de Le Guet. Donc, Klarsfeld, à travers son fils, va être le seul à réclamer contre Papon au moment du procès de Bordeaux, au moment du procès Papon à Bordeaux en 1997-1998, une peine qui soit proportionnée à ses crimes. À ses crimes définis d'un point de vue historique. C'est-à-dire que d'un point de vue historique, Papon, c'est pas Bousquet, c'est pas Le Guet, donc il faut une peine qui corresponde à ses véritables responsabilités. Donc ça, c'est ce que va être le verdict, 10 ans de prison, et ça correspondait à la réalité, voilà, dans l'esprit de Claircel. Donc, et puis il y a le discours de Jacques Chirac qui va vraiment être celui de la lecture historique de Claircel. Parce qu'en fait, Claircel, et c'est pour ça que c'est l'aboutissement du savoir des victimes. Le savoir des victimes, il a une cohérence qui a été définie dès les années 40, 50 par le CDJC. C'est en gros, nous on le sait parce qu'on est des victimes, on a vécu cette période. On sait bien que les Français n'ont pas été antisémites dans leur grande majorité, qu'on a pu, et d'ailleurs Schneerson est bien placé pour le savoir, quand on peut développer des activités à Grenoble en 1943, quand on peut, comme Poliakov, sauver des enfants juifs en 1943-44 en France, c'est parce qu'il y a un environnement qui a été relativement protecteur. Ils le savent. Donc la lecture du CDJC, c'est, d'ailleurs Schneerson l'écrit noir sur blanc, le dit noir sur blanc dans ses discours. Si un tiers des juifs, c'est ce qu'on pense dans les années 50, hein, c'est après qu'on dira un quart, si un tiers des juifs ont été déportés, c'est à cause de Vichy. Si les deux tiers ont survécu, c'est grâce à la société française. Klarsfeld reprend ça et Jacques Chirac reprend ça dans son discours. C'est vraiment le triomphe du savoir des victimes. Et ça, vous avez des historiens, des historiennes qui ne sont pas d'accord avec cette lecture-là, qui disent qu'elle est trop, voilà, qu'elle est un petit peu angélique par rapport à la société française, que c'est plus compliqué, que si autant de juifs n'ont pas été déportés en France, c'est parce que les nazis avaient d'autres priorités. Bref, et d'ailleurs Henri Rousseau qui est l'un des personnages de mon livre aussi, il m'a écrit une lettre en me disant, mais en fait, le problème de ton livre, c'est que toi, tu considères que le CDJC, Klarsfeld, détiennent la vérité de l'histoire, et que ce qu'il disait est la vérité. Or, moi, je ne suis pas certain que cette lecture-là soit la vérité. Et voilà. Mais bon, moi, je suis quand même, en gros, pas d'accord avec Henri Rousseau, mais voilà, c'est ça que couronne fondamentalement le discours de Chirac et le procès Papon. Parce que, il y avait un absent, il y avait une sorte de déni, d'occultation à la libération. C'est vrai qu'on n'avait pas jugé. Ce qui est la singularité de la France dans la solution finale, c'est le rôle de la haute fonction publique. C'est le rôle des préfets, c'est le rôle de l'administration ordinaire, des agents ordinaires de l'État, des policiers, des gendarmes. Ça n'avait pas été véritablement sanctionné à la libération et il y avait une sorte de trou. Et ce trou a été comblé avec le procès Papon, qui est pas, enfin, c'est pas Klarsfeld hein, qui a lancé, qui a l'initiative de ce procès. Évidemment, ce sont des victimes, c'est de Bordeaux, Michel Sitansky, Matisson, donc des gens qui d'ailleurs n'ont pas été d'accord avec la lecture de Klarsfeld. Mais à travers ce procès, c'est bien cet aspect-là qui a été jugé et en fonction d'une grille de lecture qui était celle de Klarsfeld. Voilà. Et le discours de Chirac, enfin, les deux sont liés. Le discours de Chirac et le procès Papon sont liés. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est l'une des thèses que je développe à la fin de mon livre. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Joly, pour toutes ces explications.
Et j'ai envie, pour terminer, avant de laisser la parole dans le temps qui reste aux questions de la salle, de vous demander euh, d'abord quel serait votre prochain livre, puisque on a compris que vous êtes sur plusieurs chantiers en même temps et que bon, vous êtes déjà en train d'écrire. Donc sur quoi ça va porter ce prochain livre? Et puis peut-être une question plus générale encore sur cette histoire de Vichy et des Juifs. Est-ce qu'il y a encore des sources qu'on attend? Est-ce qu'il y a encore des archives dont on pense qu'elles pourraient faire basculer? Alors évidemment, ce ne serait pas du tout au tout la conclusion, mais pour reprendre la discussion que vous avez eue avec Henri Rousseau, on sent bien il n'y a pas encore une totale certitude partagée que la vérité est détenue. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à- sur lesquelles il faudrait travailler et sur lesquelles on ne peut pas travailler pour une raison X, Y? Très très bonne question. Alors, euh, je réponds d'abord rapidement à votre première question parce que faut jamais lancer un historien, un chercheur sur ce sur quoi il est en train de travailler parce qu'il pourrait vous en parler pendant des heures. Donc très rapidement, je fais un gros collectif pour Talandier sur l'histoire du régime de Vichy. C'est vrai qu'en fait, depuis Mhm. Paxton, il y a pas de livre sur Vichy qui a permis pour les enseignants, pour le grand public cultivé, qui a, enfin, il y a pas d'équivalent. Or, le bouquin de Paxson, il a quand même 55 ans, il y a beaucoup de sources nouvelles qu'on a découvertes. Et moi, je me disais, euh, il faut, voilà, il faut euh, mettre ensemble. On ne dépassera pas Paxton parce que Paxton, mais on peut faire un état des connaissances beaucoup plus abouti aujourd'hui parce que vous avez des chercheurs qui ont travaillé sur Pétain, qui ont travaillé sur Laval, qui ont travaillé sur le tournant de 41, qui ont découvert des archives nouvelles sur l'opinion, qui ont découvert des archives nouvelles sur le STO. Donc, en fait, j'ai pris les meilleurs, tous ceux qui ont travaillé récemment, Anne-Sophie Anglaré sur la Légion française des combattants, Julian Jackson, que vous connaissez, sur les relations avec l'Angleterre, Renaud Meltz, qui a fait une biographie de Laval extraordinaire, Bénédicte Vergès-Chaignon, qui est une grande biographe de Pétain, mais qui a travaillé sur plein d'autres sujets, qui nous fait un chapitre sur 1944, Tal Brutmann sur l'État milicien. Il a beaucoup travaillé sur la milice, sur l'imaginaire de la milice, sur ce moment, cette fascisation. Raphaël Spina, Eric Jennings sur l'international. Enfin bref, il y a eu de grands travaux et je veux faire un livre qui fasse, voilà, qui dit tout ça, mais tout en étant accessible pour le grand public. Ça, c'est vraiment mon chantier et ça me prend beaucoup de temps. Et je veux aussi faire un petit bouquin sur l'extrême droite. Voilà, ça me trotte dans la tête. Je pense qu'on a besoin de mettre un peu les points sur les i, sur est-ce que le RN est d'extrême droite, et faire un essai. Je veux faire un petit essai. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. C'est pas pour tout de suite, mais ça m'obsède. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Alors, je vous montre un livre qui a été fait très récemment d'un collègue, j'ai édité dans ma collection, Alexandre Doulu. Alors, Alexandre Doulu, vous le connaissez peut-être, la déportation des Oui. Juifs de France. Alors là, ce qu'on peut faire vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, c'est des approches locales. Et les approches locales, elles permettent d'accéder à des archives vraiment au plus près, d'à la fois, parce que vous avez raison, il y a pas encore consensus il y a consensus sur la politique de Vichy. Ah, Mm. il y a l'enchaînement criminel, le rôle des administrations, les marges de manœuvre. Là, aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des décisions politiques qui sont criminelles et on voit que dans la mise en œuvre, aujourd'hui, on est plus nuancé qu'on l'était il y a 20 ou 30 ans. Et là, mon livre sur la rafle du Veldiv, il est là-dessus très focalisé sur les marges de manœuvre des commissaires. Donc on voit que là, et là on le voit également dans le livre d'Alexandre Doulu, on voit que à Rivesaltes, la commission qui a trié les Juifs, bon, voilà, on a trié, on a laissé passer beaucoup de Juifs. On voit que, voilà, que l'administration a été pas toujours très zélée, mais en gros, a- mais l'opinion publique, là, il y a débat. Le rôle de l'opinion publique. Et là, il y a des sources qui peuvent affiner cette question-là. À mon avis, les tendances et les sources nouvelles qu'on peut inventer vont, à mon avis, plutôt conforter l'intuition de Serge Klarsfeld et l'intuition plutôt du CDJC. Voilà, c'est en gros l'opinion publique, c'est ça qui a. Parce que
les, les Allemands, les Vichy a été obligé d'en prendre compte. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu comme aujourd'hui avec Trump. Vous voyez que ils reviennent un peu en arrière avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'opinion publique américaine, elle est du côté de l'Ukraine. Donc même quand on est un fou furieux comme Trump, comme Vance, on ne peut pas complètement laisser de côté l'opinion publique et ce qu'elle pense. Et même si on essaye de la façonner, même si on essaye de... Eh ben, c'est un peu ça, vous voyez, Vichy, et à l'égard des Juifs. Ils ont été obligés de prendre en compte l'opinion publique. Moi, ça me paraît un facteur important. Alors après, ce qui, moi, me frappe dans le livre que j'ai fait, bah, à partir d'archives d'éditeurs, d'historiens, c'est qu'en fait, on peut encore inventer des archives et on peut encore trouver des choses. Par exemple, j'ai trouvé dans les archives de Roger Herrera, l'éditeur de Paxton Marus, une source incroyable que je cite dans l'introduction de mon livre, qui est les extraits d'un journal d'André Lavagne, le directeur de cabinet de, 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 de Pétain. Alors, pour ceux qui suivent les formations de mémoire de la Shoah, ils savent que depuis quelques mois, depuis que j'ai découvert cette source, je ne cesse d'en parler tout le temps parce que elle est absolument incroyable. Et André Lavagne, donc le directeur de cabinet civil, il tient son journal et là, c'est absolument accablant sur Pétain. Je vous cite ce qu'il écrit dans son journal. Donc attendez, je veux vraiment vous en parler parce que c'est vraiment absolument incroyable. Il note dans son journal, donc il reproche à Pétain de soutenir Laval. Il dit peu à peu, Laval cède tout aux Allemands. Nous devenons complices d'une vraie persécution haineuse et inhumaine sans nous borner à un rôle de police. Enfin, voilà, j'ai pas tout cité parce que c'est dans le livre que je suis en train de faire là pour Talandier, mais Laval l'a déshonoré avec l'affaire des Juifs. Enfin, voilà, donc il y a vraiment la conscience d'un crime. Et là, ce journal-là, mais enfin, ce doc, à lui seul, il ruine complètement la thèse du moindre mal de Pétain, non, on voit Pétain qui est antisémite et qui est faible, qui laisse tout, qui laisse Laval. Et le propre directeur civil du cabinet civil de Pétain qui a conscience qu'en fait la France là s'est déshonorée et est complice. Voilà, tous ces mots-là, qui sont ceux qu'on retrouve dans le discours de Chirac en 95, c'est saisissant de les voir comme ça. Donc, on se rend compte Ouais. qu'on peut encore découvrir des archives, voilà, des sources nouvelles qui sont incroyables. Il y avait eu il y a quelques années, vous vous en rappelez, la publication du journal de Paul Morand, le journal de Paul Morand, qui était chargé de mission dans le cabinet de Laval et qui était voilà, comme ça, un peu oublié, et qui tout d'un coup, c'est Bénédicte Vergès-Signon qui le sort en 2021, je crois que c'était. Et là, des témoignages incroyables sur Bousquet, Laval. Et là, en fait, on se rend compte que plus on creuse, plus on découvre des nouvelles archives, plus on se rend compte que c'est accablant pour Vichy, que la thèse du moindre mal ne tient pas. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Joly, pour ces éclaircissements et ces explications limpides, comme d'habitude. Je vais céder la place à vous, public, hein, chers participants, clionautes, amis des clionautes. Si vous avez des questions, c'est le moment, soit par le chat, soit en rétablissant votre micro, car je pense que vous avez le droit. J'ai quand même vérifié. Hop. Oui, vous pouvez réactiver votre micro, donc allez-y, sentez-vous libre. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Ah Oui, oui, donc j'entends très Effectivement. bien. voilà, je suis enseignant en lycée pro à Bordeaux et en fait, maintenant je connais assez bien Jean-Marie Matisson qui est ouais, qui intervient, etc. Et je voudrais comprendre davantage parce que je j'ai toujours pas compris. Alors lui, il est très en colère, je pense, contre les Klarsfeld. Vous l'avez expliqué en fait, hein, vous l'avez expliqué parce que je pense que alors lui essentiellement s'est senti, enfin sa famille s'est sentie un peu lésée par le verdict des 10 ans et enfin il a toujours pas digéré si j'ose dire. Et en fait je voudrais comprendre, enfin je voudrais savoir si voilà dans cette espèce de bataille qui a eu lieu à Bordeaux. euh, qui vraiment avait raison? Est-ce que c'est par exemple enfin, la famille de Jean-Marie Matisson et les partis civils qui réclamaient davantage contre Papon?
ou si c'est bien Arnaud Klarsfeld en l'espèce et son père qui avait raison de ouais, enfin, comment dire, de donner ou de vouloir un verdict qui soit proportionnel au rôle de Papon. En fait, pour tout vous dire, j'ai travaillé sur le camp de Mérignac. On a fait une table d'orientation avec les élèves. Et donc, je suis en plein dedans, en fait. Et du coup, j'ai un peu de mal à trancher. Bah, c'est une question à la fois excellente et complexe parce que j'ai envie de vous dire, les deux ont raison. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, Matisson a raison. Pourquoi il a raison? Parce que aujourd'hui, avec tous les éléments dont je viens de vous parler, les preuves, Paul Morand, voilà, on ne peut plus dire aujourd'hui que Vichy ignorait et qu'il y a une sorte de doute. Et la propre juge du procès Papon, que j'ai interrogé en partie pour ce livre, et la seule vivante des trois juges, la juge assesseur, Irène Carbonnier, elle m'a dit, si on avait su Paul Morand, Paul Morand qui, quand même, qui dit que les Juifs sont gazés, que Bousquet se flatte d'avoir liquidé 13 000 Juifs, que Laval dit qu'il faut s'aligner sur le problème allemand par rapport aux Juifs, la France a tout à gagner à se débarrasser des Juifs. C'est des choses accablantes. Ça veut donc bien dire que euh, Papon servait un gouvernement donc, qui était... Voilà. Il y avait cette incertitude au moment du procès Papon qui fait que la complicité d'assassinat a été retirée. Et on a voté sur complicité d'arrestation et de séquestration arbitraire. Et là, effectivement, il y a un problème. Voilà. Donc Matisson a raison, c'est un verdict qui est en vérité, dans l'absolu, qui ne correspond pas je veux dire, Papon est complice d'assassinat. Voilà, il y a pas à tourner autour du pot. Donc la peine aurait dû être beaucoup plus élevée, au moins 20 ans, si ce n'est perpétuité. Donc il a raison dans l'absolu. Mais dans le contexte du procès Papon, euh, je crois que lui, les parties civiles leurs avocats n'ont pas compris que qu'on était sur un fil, qu'on était sur un fil, que l'acquittement a vraiment failli l'emporter, que ça s'est joué à très peu, et que donc la solution offerte par les Klarsfeld, c'était pas un sabotage comme ils le croient, c'était une solution offerte sur un plateau pour sauver le procès Papon. Parce que l'avocat de Papon, Maître Varro, l'avocat vedette de Papon, deux autres avocats, avaient parfaitement compris que si on jouait la carte de l'absolu, en disant c'est tout ou rien, c'était le thème à la fois de sa plaidoirie et le thème de ce que Papon a dit quand il s'exprimait le dernier à la fin du procès. Le crime contre l'humanité, c'est tout ou rien. On ne peut pas être un peu coupable. Soit c'est perpétuité, soit c'est acquittement. Ce piège-là, cette alternative-là, évidemment, Varro jouait là-dessus, flattait les avocats des parties civiles en disant, vous avez raison, le crime contre l'humanité, c'est le crime des crimes. On ne peut pas le diviser, on ne peut pas. Donc, vous voyez que il y aurait pu y avoir acquittement s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui arrive et qui dit, non, 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 les crimes de Papon, c'est les crimes d'un exécutant, d'un responsable intermédiaire, et donc il faut une peine proportionnée. Ça, quand même, alors certes, vous me direz, l'avocat général a pas demandé perpétuité, et donc il y avait une solution qui était offerte aux jurés, mais je pense que la manière d'argumenter de Clercet, elle a aidé à construire le verdict et à trouver une solution. Donc, vous voyez que la réalité est plus complexe. Et quand on voit qu'il a fallu, ça c'est un scoop de mon livre, qu'il a fallu, je ne sais plus, j'ai oublié, mais je crois 18 ou 19 tours de vote pour arriver à la peine finale, bah, il est gentil, Matisson, mais qu'est-ce qu'il voulait? Ça s'est joué à un cheveu. Voilà, c'est ça la réalité du procès Papon. Il y a eu une petite musique, notamment orchestrée par des journalistes. Éric Conan, qui était quand même un journaliste important, qui avait joué et qui disait il faut l'acquittement. Il ne le disait pas ouvertement, mais c'était ça la petite musique. Il y en a assez de ce procès. Ce procès, c'est n'importe quoi. Donc, vraiment, là aussi, ça c'est un élément que
Matisson ignorait, c'est que le président du tribunal, et alors moi ça m'embête parce qu'il est mort et accusé un mort à partir, mais malgré tous les éléments que j'ai pu réunir, le président était favorable à l'acquittement. Voilà. Et donc ça rendait quand même la condamnation de Papon assez compliquée. Donc tout ça, c'est des éléments que Matisson n'a pas vu, n'a pas compris, et donc il est là, aveuglé dans une. Ouais, je vous dis le mot, parce que c'est ce que j'ai ressenti en lisant son livre et en lisant le livre de Boulanger, livre posthume. Ils sont dans une haine absolument irrationnelle contre Klarsfeld. Voilà. Et en même temps, sur le fond, il a raison. Dans l'absolu, il a raison. C'est un scandale que Papon n'ait pris que 10 ans. Mais voilà, la réalité concrète du procès Papon, c'était que ça aurait tout à fait pu aboutir à un acquittement et qu'il a fallu, au forceps, trouver une solution à peu près satisfaisante. Je cite un document complètement inédit et assez d'ailleurs lunaire qui montre à quel point c'est un moment de folie, le procès Papon. C'est un moment vraiment de. La conseillère mémoire de Chirac, qui est celle qui a rédigé le discours admirable de 1995 et qui dit donc Christine Albanel, et qui écrit une note sur le procès Papon à Chirac, et qui dit, si Papon avait été condamné à perpétuité, ça aurait favorisé une campagne antisémite en France. Ça aurait été, l'opinion publique ne l'aurait pas accepté. Donc on voit très bien que c'était vraiment pas aussi, voilà, Matisson dans sa bulle, dans sa certitude d'être, voilà, n'a pas compris tout ça. Voilà, j'ai été très long à vous répondre, mais parce que c'est vraiment un sujet qui m'interroge et voilà, j'ai fait avec Rhys une exposition sur le procès Papon, et c'est vrai qu'on était très embarrassé par Matisson, voilà, qui est un brave homme, qui est un homme qui est, voilà, qui est fidèle à une cause depuis plus de 40 ans, qui est le premier plaignant avec son père, avec membre de sa famille en 81. Donc c'est un type très respectable, mais je pense qu'il se trompe. Voilà. Oui, merci beaucoup, hein. Ça m'éclaire aussi parce que, en fait, voilà, je me posais pas mal de questions par rapport à ça. Et je me demandais si c'était un déséquilibre entre le local, Bordeaux, et peut-être davantage comment dire, l'aura de Serge Klarsfeld. Oui, il y a tout ça aussi, les Bordelais qui se sentent méprisés par les Parisiens. Il y a tout ça qui joue. Vous voyez, Ouais. c'est très complexe. C'est très complexe. Il y a une grande épaisseur. Voilà, tout ne se réduit pas à des questions d'ego. Comme Clarsfeld a parfois tendance à le dire. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Les explications que je vous ai données, je pense, sont là. C'est ça, à mon avis, le plus important. C'est cette incompréhension, voilà, des enjeux du procès, plus que des questions locales, nationales. Voilà, je pense que c'est Ouais. ça fondamentalement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Thibaut. Alors, il nous reste encore 6 minutes, donc il y a encore la place de caser une petite question. Vous êtes fatigué, vous avez faim. Moi aussi. On peut s'arrêter là, il n'y a pas de... Oh, c'est comme vous voulez. Moi, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de problème. Non, bah écoutez, on va s'arrêter là, alors tout simplement. Merci beaucoup, hein, Ben non, Lou. mais c'est moi qui vous Voilà, encore remercie. ce moment très agréable sur un sujet qui, évidemment, est un sujet douloureux et difficile, mais on apprend vraiment beaucoup de choses et on saura en faire bon usage dans les cours, hein, notamment en HGGSP. Peut-être juste, allez, une dernière question par rapport aux documents. Vous savez alors, en gardant bien un format qui est un format pour des lycéens, où on a, comme vous savez, le temps de rien. Si vous aviez quelques documents de votre livre que vous jugez vraiment intéressant à reprendre et à montrer aux élèves, ce serait quoi? Si je devais en garder qu'un seul. Alors, je précise pas, c'est pas des documents, pas des sources sur Vichy, hein, mais c'est plutôt, vous voyez, des documents qui éclairent l'évolution de l'histoire de l'histoire. Vous voyez, les moments charnières. Est-ce que ça va être un article de presse?
par exemple, autour de ce que vous disiez précédemment à propos de l'ouvrage sur la Grande Rafle. Tout Est-ce à que... fait. Vous voyez, par exemple, ça, le terrible récit qu'on avait caché aux Français depuis 25 ans commence cette semaine dans Candide. Vous voyez, ça, c'est D'accord. là, on voit, voilà, là, on voit un basculement. Voilà, on voit un basculement mémoriel, la révélation, l'émotion, la petite fille, aussi le rôle des enfants. Oui, Les enfants, on n'en parle pas avant 67. Les témoins, ils parlent pas avant 1967. Le livre de Lévy et Tillard, c'est la première fois, c'est en ça, c'est un livre très, en cela très important, c'est la première fois qu'il y a, qu'il y a des victimes, des enfants qui ont échappé à la rafle, qui sont dans un livre d'histoire. Première fois que ça arrive. Donc voilà, là, je crois que parce que ça, c'est l'un des aspects vraiment les plus neufs de mon livre, sur ce basculement par rapport à la chronologie classique qu'on a sur le chagrin et la pitié, je crois que ce genre de document-là, ou celui-là, vous voyez, parce que c'est oui, le héros de ce film, le petit Anna Cohen, du film Le vieil homme et l'enfant. Donc vraiment, 67, là, pour illustrer le basculement, vous avez, je pense, de beaux documents là. très bien. Bah, écoutez, c'est noté et ce Et je peux sera vous un les plaisir. envoyer en bonne qualité si Ah vous en bah avez besoin, il volontiers, n'y a aucun souci. volontiers, Voilà. volontiers. Il n'y a pas de difficulté à le publier par ailleurs sur le Non, site ça, vous voyez, ça, c'est libre de bibliothèque, droit, ça. hein. Oui, oui, non, mais C'est- préfère. ça, les extraits de presse, ça, c'est libre. À ma connaissance, c'est libre de droit. Je ne sais pas comment Grasset a fait, je ne me suis pas occupé de comment ils ont fait, mais ça c'est le livre de ma collection, et ça, c'est dans ma collection aussi. Donc, non, non, je pense qu'il n'y a pas de Très souci. bien. Non, mais très bien, on en fera quelque chose sur Kiotex, par exemple. Euh, Très bonne idée. Bien, Voilà. merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et Une nouvelle fois, puis regardez, 2h57, on est vraiment très proche de la perfection en ah vous non, mais vous avez écoutant. mené l'entretien de manière remarquable. On a tout brassé en moins d'une heure, et puis ensuite on avait un peu de temps pour les questions et pour les réponses. Bah, j'étais content d'approfondir certaines réponses parce qu'effectivement sur Matisson, c'est moi-même un problème. Ça m'a beaucoup travaillé. Quand j'avais lu le livre de Boulanger, j'avais été très perturbé. Très perturbé. Mm. C'est un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, Thibaut, c'est un livre qui a un côté crépusculaire et en même temps d'une sincérité. C'est assez terrible de voir cette incompréhension qu'il y a eu entre des gens enfin, qui voulaient la justice. Boulanger est un type admirable. C'est cette haine contre Klarsfeld, c'est vrai que c'est terrible. Oui, 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 Voilà. absolument. Absolument. Alors moi, je le connais un petit peu maintenant, Jean-Marie Matisson. J'aborde pas ce sujet parce que je sais qu'il est à fleur de peau là-dessus. Mais enfin voilà, moi ça me troublait parce que en fait à Bordeaux c'est un peu spécial aussi. C'est un peu spécifique. Je parle notamment de la communauté juive qui est un peu repliée sur elle-même. Voilà, alors lui il avait quelques explications là-dessus aussi. Enfin, enfin voilà, ce qui est intéressant c'est aussi vous parliez au niveau local et et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur Bordeaux d'ailleurs là-dessus, notamment entre les juifs, comment dire, les juifs immigrés, si vous voulez, et la vieille communauté juive séfarade. Voilà, enfin bon, voilà, je vais m'arrêter là. Mais voilà, excusez-moi. Bah, je vous en prie, je vous en prie. Donc, vous verrez dans le livre que je vais faire chez Talandier, je vais pas mal parler du problème de Bordeaux, parce que, évidemment, le procès Papon, il y avait plein d'archives qui avaient été saisies, enfin, qui étaient, et en fait, les archives de la persécution et les archives ordinaires à Bordeaux sont très riches. Et là, on voit des choses sur Papon, l'outrance antisémite, collabo de ces gens-là. Il y a un environnement bordelais qui est très particulier en 42. Et donc, dans mon chapitre sur le crime, sur la livraison des Juifs, dans le collectif sur Talendier, je vais m'étendre un petit peu sur le contexte particulier de Bordeaux. Voilà. Il me tarde. Merci beaucoup en tous les Ben, cas. c'est moi qui vous remercie. Voilà, ben 20 heures pile, c'est 20h pile. extraordinaire.
Et il y avait un message d'Aurélie, je ne sais pas si vous le voyez en fait, d'Aurélie Sanson qui signale qu'elle attend avec impatience aussi votre livre sur l'extrême droite. Ah, Voilà. mais ça va être plus difficile à Même si faire, c'est hein. plus petit, et c'est Voilà. bon, nous l'attendons. Et Ah, bah, c'est gentil. de préférence avant la prochaine présidentielle. C'est l'idée, en espérant qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle anticipée, sinon j'aurai pas le Alors temps de le oui, faire. c'est ce que je n'osais dire, mais oui, Voilà, voilà, voilà. on Bah, est écoutez, bah, un d'accord. grand merci Merci et à vous, Laurent. Merci à tous pour votre présence. Et puis à très bientôt pour une prochaine conférence virtuelle des Clionautes. au revoir, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.